tout cas, cette journée nationale de l'industrie, deuxième édition organisée par la CGEM et le ministère de tutelle, le ministère du Commerce et de l'Industrie se poursuit. Nous allons enchaîner avec le deuxième panel, avec comme thématique Nouveau Paris industriels et technologiques pour un positionnement du Royaume dans les chaînes de valeur mondiales. Le Maroc, et je ne vous apprends rien, sans renforcement, le positionnement du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales ne cesse de se renforcer grâce à des atouts indéniables du Maroc, notamment sa proximité géographique avec l'Europe, le Maroc porte d'entrée vers l'Afrique, grâce aussi à ses accords de libre-échange et grâce également à ses infrastructures de classe mondiale, notamment le port Tanger-Med. Beaucoup de chemin a été parcouru, d'importantes réalisations et les défis, des défis de taille, s'érigent aussi pour le Maroc, notamment les défis liés à la transition écologique et digitale, pour une montée en puissance, une montée en gamme technologique, et tout cela fera l'objet du panel que nous allons entamer tout de suite. J'appelle donc le modérateur, M. Abdou Diop, président de la Commission Afrique à la CGEM. Monsieur Diop, avec votre aimable permission, j'appelle les panélistes, M. Ali Sdeki, directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Sous vos applaudissements, M. Ali Sdeki. J'appelle également à nous rejoindre sur scène M. Ahmed Bennis, directeur général de Tanger Medzone. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour ce deuxième panel qui vous sera modéré par M. Diop, président de la Commission Afrique à la CGEM. J'appelle également M. Moustapha Al-Fares, directeur général de l'Agence nationale des ports. Sous vos applaudissements, chère assistance. J'appelle aussi, sans plus tarder, M. Mounir El-Beri, président de la Fédération des industries forestières, des arts graphiques et de l'emballage. Sous vos applaudissements toujours. Hicham El-Hayed également, président de la Fédération marocaine de la plasturgie. Sous vos applaudissements également pour M. Imed Toumi, président de Managem. En attendant que le panel soit complet, pour céder la parole à M. Diop. Monsieur Diop, si vous permettez, pendant le premier panel, nous avons extrêmement dépassé le temps qui nous est imparti. Donc, veillant à bien respecter le temps qui nous est donné, parce que le programme est encore chargé. Nous avons un deuxième et un troisième panel. Ensuite, on passera à la cérémonie de signature des conventions. Et nous avons 40 minutes, en fait, à ne pas dépasser. Je tiens aussi à préciser qu'il y a un timer devant vous, Monsieur Diop. Je vous souhaite un bon panel. Et puis, à tout à l'heure. Merci beaucoup. On va essayer justement d'être le plus efficace possible et le moins bavard pour aller directement à l'essentiel, et je compte sur mes brillants panélistes pour le faire. Donc effectivement, nous parlons des chaînes de valeur et du positionnement du Royaume sur ces chaînes de valeur. Ces dernières années, on l'a vu et les chiffres le montrent, le Maroc a développé fortement son industrie pour la positionner sur de nombreuses chaînes de valeur. On parle beaucoup de l'automobile, on parle beaucoup de l'aéronautique. Aujourd'hui, ce panel a pour objet de voir un peu quels sont justement les nouveaux paris sur lesquels nous allons miser d'une part, mais aussi, bien sûr, qui dit développement de chaînes de valeur industrielles, parle d'industrie, oui, mais parle aussi de logistique, de port, de transport. Donc on va aussi parler de cela, mais aussi évoquer cette dynamique régionale et continentale, parce que le positionnement du Maroc sur les chaînes de valeur mondiale va aussi avec cette intégration régionale africaine et ses complémentarités de chaînes de valeur avec le reste du continent. Donc, pour ne pas perdre de temps et aller vite, je vais commencer d'abord par poser une question à M. Ali Sdeki, cher Ali. Donc, en tant que directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, vous agissez beaucoup sur le développement industriel à travers l'attraction des investissements. On parle beaucoup des success stories de l'automobile et de l'aéronautique qui ont porté ces dernières années le développement industriel et qui ont positionné le Maroc très clairement sur les chaînes de valeur mondiales. Aujourd'hui, quels sont les futurs paris sur lesquels on espère justement s'arrimer encore sur les chaînes de valeur mondiales?
Merci Abdou pour cette question. Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Maroc est un acteur qui compte sur les deux secteurs, les deux industries que tu as citées. Et ça, on le doit, il faut le rappeler, et ça a été dit d'ailleurs dans le message d'introduction de Monsieur le chef du gouvernement et dans la présentation de Monsieur le ministre de l'Industrie, c'était grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a permis de construire brique par brique les conditions d'émergence de ces industries-là. Alors, dans les grands messages que vous avez tous pu entendre depuis le début de cette journée, on a déjà des indices sur ce que devront être les métiers de demain au Maroc. Et vous l'avez vu, ce qui était au centre de la présentation du ministre de l'Industrie, il y avait la souveraineté. Donc ce sont tous les métiers qui concernent cette souveraineté. On parle de souveraineté sanitaire d'abord, puisqu'on est en train d'apprendre du moment de la traversée du Covid. Donc on a vu à quel point pouvoir compter sur soi-même dans ces moments-là est essentiel. Et alhamdoulilah, le Maroc a réussi à se tirer de cette épreuve en montrant sa capacité à innover et à fabriquer en temps et en heure. Et donc, voilà, souveraineté sanitaire est essentielle. Et donc, les métiers de demain, ça a été cité. On parle des dispositifs médicaux, on parle de l'importance accrue et du soutien accru de l'industrie pharmaceutique qui a énormément de potentiel. Mais ce n'est pas la seule nature d'industrie, de souveraineté qu'il va falloir soutenir à l'avenir. Il y a évidemment la souveraineté énergétique, et puis c'est la bonne transition avec le panel précédent, mais aussi la souveraineté numérique. Et à ce titre, il y a eu des annonces récentes. Il y a eu la présentation de la stratégie numérique qui va permettre d'accélérer cette souveraineté numérique et de continuer de déployer l'écosystème numérique marocain. Et puis il y a eu l'annonce aussi du premier hyperscaler aux côtés d'Oracle. Et donc ça, c'est aussi très encourageant et ça va encourager cette dynamique. Donc on a les indices des métiers de demain, ils sont clairement identifiés. Et ils vont venir en complémentarité avec ce qu'a déjà réalisé le Royaume du Maroc sous l'égide du souverain. Vous avez parlé de l'automobile, le métier naturel qui vient derrière l'automobile tel qu'on l'a connu sur les 25 dernières années, c'est aujourd'hui le thème plus prégnant de la transition énergétique et donc de la mobilité électrique. Et puis je suis sûr que les gens dans la salle ont suivi l'actualité. On a quand même aujourd'hui un premier projet de Gigafactory en Afrique et dans le Moyen-Orient qui est annoncé, qui va normalement permettre de cette transition vers la mobilité électrique de notre écosystème déjà installé. La bonne nouvelle, et encore une fois, il y a une prescience, une vision de long terme, et heureusement qu'on a cette vision de long terme, c'est que tout ce qu'on a installé, on l'a installé dans l'écosystème automobile, mais sans finalement le moteur, le powertrain du véhicule thermique, on ne l'a pas installé. Et ce qui fait qu'on a ramené tous les métiers dont on va pouvoir continuer de bénéficier demain quand on va installer cette mobilité électrique. Donc ça, vraiment, même dans la construction de l'écosystème, ce qui vient en plus aujourd'hui vient en complément de ce qui a été fait par le passé. Et donc, si on se concentre sur les métiers de la mobilité électrique, ils concernent, même dans les métiers qu'on va chercher, les industries qu'on va chercher, concernent aussi de manière plus globale la transition énergétique, parce que quand vous faites une batterie pour un véhicule électrique, vous avez aussi les moyens de faire une batterie pour le stockage stationnaire, et donc pour accompagner les grands projets de développement d'énergie renouvelable. Donc c'est des métiers qui sont en lien de manière globale avec la transition énergétique, qui sont les métiers de demain. Dans l'univers de la batterie, que ce soit la batterie pour le véhicule électrique ou la batterie stationnaire, chaque maillon, à lui seul, correspond pratiquement à une filière. Et on est au croisement de beaucoup de métiers que le Maroc a développés, et c'est peut-être ça aussi un de nos avantages les plus importants. Vous êtes à la fois dans l'extraction minière, dans le raffinage, dans la transformation de cette matière première. Vous êtes pratiquement dans des métiers qui ressemblent à la pharmacie, quand vous êtes en train de transformer ce minerai pour faire des électrodes. Et ensuite, vous êtes dans le monde de l'automobile à la forte cadence quand vous avez des opérations d'assemblage. Donc chacun des maillons de cette chaîne de valeur, c'est énormément de métiers qui viennent s'ajouter dans notre écosystème industriel national et qui sont en lien d'ailleurs avec des choses existantes. Notamment, quand vous faites des batteries, vous avez besoin de soude caustique. Ça existe, et puis les volumes sont tellement importants que ça va vraiment tirer vers le haut, même des métiers qui sont là, qui sont des métiers existants. Merci beaucoup, Ali. Donc, beaucoup de paris sur des métiers nouveaux avec beaucoup de potentiel, très clairement. Donc, on espère que les success stories de ces différents paris seront
aussi important, sinon plus important que l'automobile et l'aéronautique. Tu as parlé d'un sujet qui est très important, notamment la batterie. Bien sûr, la batterie électrique est quelque chose de nouveau, mais souvent, ça part d'industries anciennes, notamment des minerais. Donc, ça va me permettre de me tourner vers les industries, peut-être pas nouvelles, mais qui quand même aspirent à évoluer sur la chaîne de valeur. Donc, Imatomi, vous dirigez Managem, un des grands de l'exploitation minière, l'extraction minière sur le continent. Aujourd'hui, quelles sont les stratégies justement que vous mettez en œuvre pour renforcer votre positionnement sur les chaînes de valeur de la mine et dépasser ce qu'on reproche souvent au continent africain, d'exporter des minerais en brut? Oui, tout à fait. Alors, je vais peut-être revenir effectivement sur le rôle du secteur minier. Ça a été dit précédemment, donc pour accompagner en fait ce secteur, et en particulier, donc Ali en a parlé, donc la mobilité électrique. Comme vous le savez, on est ravis et fiers de voir apparaître donc des projets de Gigafactory au Maroc, mais pour fabriquer ces batteries, il faut des ressources naturelles. Et c'est un peu le rôle du secteur minier de sécuriser donc l'accès à ces ressources. Je prends des exemples. Donc dans toutes les batteries, la quasi-totalité des technologies de batterie actuelles utilisent du cobalt. Donc il faut pouvoir accéder à ce cobalt-là. Il y a aussi du lithium, il y a du graphite, il y a du manganèse. Voilà. Donc le secteur minier, on est parti de ce constat-là. Et on a voulu, donc, en particulier au sein du groupe Managem, refocaliser notre portefeuille, notre stratégie sur ces métaux critiques, quoi. Ces métaux dont les secteurs dont on a parlé aujourd'hui, et en particulier toutes les industries donc, liées à la transition énergétique, auront besoin. Donc, les exemples, comme la batterie avec le cobalt. Mais notre ambition n'est pas uniquement de sécuriser l'accès à ces ressources, mais c'est également de contribuer à cette souveraineté industrielle dont on a longuement parlé aujourd'hui. Et comment on y contribue de notre côté pour une meilleure intégration, c'est apporter plus de valeur et aller dans l'aval de la chaîne de valeur et aller vers plus de raffinage. Notre ambition n'est pas uniquement, donc bien sûr, c'est une bonne chose de sécuriser l'accès donc, à ces ressources naturelles, mais c'est encore mieux si on va plus loin pour les raffiner et les mettre sous une forme qui est, on va dire, prête à l'emploi, notamment pour fabriquer des batteries. Parce que je voudrais juste donner un exemple. Aujourd'hui, si on prend encore une fois donc l'exemple du cobalt, il est extrait que ce soit au Maroc ou en Afrique. Il va faire un long voyage. On a parlé beaucoup de décarbonation tout à fait dans le panel précédent, donc plus de 15 jours de route, peut-être 6 semaines ou 8 semaines de bateau, pour être raffiné en Chine. Et ensuite, nous revenir pour être intégrés dans les batteries, dans nos projets ici au Maroc ou en Europe. Voilà. Et c'est ça qu'on veut éviter. Et je trouve ça dommage, effectivement, que ces matières premières donc, aillent aussi loin, finalement, pour être raffinées, pour être travaillées, pour revenir ensuite dans ces projets-là. Donc c'est ça notre ambition, d'accompagner en fait le futur actuel, même écosystème marocain, pour fournir en matière donc première, en ressources naturelles qui soient raffinées. Et également, ça nous mettra, je suis sûr, dans une position qui sera aussi très intéressante pour pouvoir attaquer également on va dire, des marchés à l'export. Mais très vite va se poser la question, parce que vous avez abordé la question de la Chine, très vite va se poser la question de la compétitivité. Comment donc vous voyez ces enjeux-là? Parce que effectivement, la grosse problématique après, c'est comment j'arrive à être compétitif. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que quand on parle à nos clients, et que ce soit au Maroc ou à l'international, ils sont contents d'avoir, on va dire, une ressource naturelle qui ne vienne pas de Chine, contents d'avoir une ressource naturelle qui soit décarbonée. Mais à la fin, ils veulent aussi un prix chinois, quoi. Donc c'est clair, si on n'a pas de produits
compétitif qui soit au niveau des coûts chinois, on ne pourra pas survivre. Et c'est ça notre ambition aujourd'hui. Alors juste pour vous rappeler, les produits dont on parle et qui rentrent dans les batteries aujourd'hui, que ce soit du cobalt, du manganèse de haute pureté, du graphite, ils sont à plus de 95% raffinés en Chine. On est complètement à plus de 95% dépendant de ce que les Chinois font. Donc il nous faut, notre objectif aujourd'hui, c'est d'être aussi compétitif qu'eux. Et juste pour expliquer les choses très simplement, si on, comment faire pour être compétitif? D'abord, il faut maîtriser la technologie. Les Chinois, on en parle encore, ils ont plus de 5 ou 10 ans d'avance. C'est clair. 10 ans d'avance sur nous, mais 10 ans d'avance sur le monde entier. Alors, il faut maîtriser cette technologie. Donc, il faut beaucoup investir, on en a parlé aujourd'hui, en innovation, en R&D. Et c'est pour ça que dans notre groupe, on a plus d'une centaine d'ingénieurs et de chercheurs pour maîtriser cette technologie. Il ne faut pas hésiter à faire des partenariats, en particulier avec les Chinois, ce n'est pas honteux, mais c'est un partenariat qui doit être actif, pas passif. L'objectif, c'est que, bien sûr, le premier projet soit fait en partenariat avec eux, mais que le second, on soit capable de le faire à 100% nous-mêmes. Et ensuite, si on regarde, une fois qu'on a maîtrisé la technologie, qu'est-ce qu'il y a dans les coûts? On a parlé de façon évidente, on va dire 20 ou 30% des coûts, c'est l'accès à la matière, et là on est, on va dire, à égalité avec les Chinois, enfin dire l'accès à la ressource naturelle. Peut-être 30% c'est l'énergie. Donc il nous faut une énergie propre, une énergie verte, mais une énergie pas chère. Donc on a parlé tout à l'heure dans le panel précédent d'1,5 centime, on rêverait d'avoir ce prix-là pour nos projets, et ça nous rendrait tout à fait compétitifs. Le dernier point, on va dire 30% du reste du coût, ce sont tous les réactifs dont on a besoin. Vous ne pouvez pas faire un projet industriel aujourd'hui sans accès à de l'acide sulfurique, à de l'acide fluorhydrique, à toutes sortes de réactifs. Si ces réactifs, on les importe, et si on les importe de Chine, on n'a aucune chance d'être aussi compétitif qu'eux. Donc c'est là-dessus qu'il faut aussi qu'on travaille sur un écosystème qui nous permette d'avoir une certaine synergie, soit pour produire ces réactifs chez nous, soit trouver des synergies entre différents projets pour s'améliorer. Voilà. Donc très clairement, monter sur la chaîne de valeur pour plus de valeur ajoutée, mais aussi apporter de la compétitivité à travers les écosystèmes et la synergie qui nous permettent de ne pas juste prôner l'avantage décarbonation, mais aussi d'être compétitif sur le prix. Je vais rester sur les industries traditionnelles, puisqu'on a la chance d'avoir deux présidents de fédération à cette table ronde, M. Berry, président de la Fédération des industries forestières et des emballages, et M. Haïd, président de la Fédération marocaine de la plasturgie. J'aimerais vous entendre sur la position de vos industries par rapport justement au positionnement du Maroc sur les chaînes de valeur mondiale. Comment vous y contribuez et quelles sont les stratégies que vous mettez en œuvre pour justement mettre le Maroc sur cette map mondiale? Oui, merci pour le... Écoutez, nous directement à la plasturgie, on n'a pas d'impact direct sur ces métiers d'avenir que sont la batterie. Ils sont plus linkés avec les gens de la chimie. Ce qui pourrait un petit peu nous lier à ce domaine-là, c'est qu'il y a une production nationale de PVC qui permet de produire de la soude caustique. Et cette soude caustique aujourd'hui est un intrant important dans l'écosystème batterie. Cela étant, la demande en soude caustique va être abyssale, puisqu'on parle d'à peu près 350 000 tonnes à terme dry. Comment dire, corréler ça à de la production nationale sur du PVC, c'est surdimensionné. Donc là, il y a une péréquation effectivement, et il devra y avoir un arbitrage. Et je pense que l'arbitrage se trouve chez les gens de la chimie, où il faudra un petit peu que l'OCP s'attelle à ce cluster et essaye de substituer vraiment une infime partie de son utilisation d'acide sulfurique en acide chlorhydrique qui permettra effectivement l'électrolyse et permettre de pouvoir subvenir au cluster batterie et vendre son acide chlorhydrique à l'OCP, sachant que l'acide chlorhydrique permet d'attaquer de la roche encore moins riche qu'avec l'acide sulfurique, et ça permettrait à l'OCP aussi de gagner en greenfield puisqu'il n'y a pas de production de
phosphogypse. Donc voilà, nous, notre position par rapport à ces métiers d'avenir. Mais je voudrais aussi rajouter un point. On parle d'industrialisation, on parle d'énergie renouvelable, on parle de souveraineté nationale. Mais je pense que la base de tout ça, c'est le patriotisme. Sans patriotisme, il n'y a pas d'industrialisation. Et que quand je parle de patriotisme, le patriotisme ne s'arrête pas à soutenir l'équipe nationale ou à se mobiliser lors de catastrophes naturelles comme c'est passé en septembre à Al-Haouz. Non, c'est comme ces projets-là, des projets structurants qui permettent à nos jeunes d'être formés, d'avoir un avenir radieux, mais il faudra aussi leur préparer un avenir pour essayer de les capter à la sortie de leur formation. Parce que je suis certain que l'essentiel ne revienne pas. Et c'est là aussi où le patriotisme doit intervenir, en assurant l'avenir de ces jeunes qu'on forme effectivement et qu'on n'arrive pas à refaire venir. Nous avons une exception, c'est Ali, mais c'est compliqué. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment le défi du Maroc. Avant de parler d'innovation, avant de parler de recherche et développement, il faut déjà un patriotisme qui permettra une réindustrialisation profonde. M. Reda Chami a parlé de la Corée. Je n'ai jamais rencontré de personnes aussi patriotiques que les Coréens, que les Japonais, que les Allemands. À une moindre mesure, les Turcs, les Égyptiens, et puis dans le passé, les Tunisiens. C'est ce qui ont fait que ces pays-là ont su vraiment industrialiser leurs produits. De mon point de vue, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est cet agrégat qui a permis l'industrialisation réelle de ces pays. Voilà. Merci. Oui, c'est clair que le patriotisme est extrêmement important et je pense que depuis ce matin, on a vu dans cette salle beaucoup de chefs d'entreprise fortement patriotes, beaucoup d'acteurs du secteur privé fortement patriotes qui ensemble sont en train de construire. Maintenant, il faut que le projet que nous sommes en train de montrer, qu'on est en train de vendre, je dirais entre guillemets, et les paris futurs soient aussi attractifs pour que ceux qui sont à l'étranger, comme Ali aussi, viennent s'engager. Et on est très content de l'avoir parce qu'on voit les résultats que ça génère. Si Berry, sur la partie emballage, qui est un élément très important justement de tous ces écosystèmes pour accompagner les développements industriels, quelle est votre position aujourd'hui? Très bien. Merci, M. Diop. À part les mines, on emballe pratiquement tous les produits manufacturés. Et on accompagne presque tous les programmes nationaux de développement industriel. Les diamants aussi, on les emballe, je pense. Comment? J'ai dit dans les minerais, il y a certains qu'on emballe. Je pense que les diamants sont aussi emballés. Oui, tout à fait. Alors, je disais que pour l'emballage, donc, il joue un rôle crucial dans l'accompagnement de nos politiques industrielles et dans le positionnement dans la chaîne de valeur mondiale aussi. Parce que pour exporter et pour mettre en avant le produit Made in Morocco, il faudrait qu'il soit bien emballé pour qu'il arrive à terme en bonne destination. Je peux donner par exemple l'exemple des fruits et légumes que notre secteur accompagne depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on fabrique pratiquement 200 millions d'emballages où tous les fruits et légumes sont exportés, marocains bien sûr, à travers tout le monde. Les primeurs, les agrumes, tout ça. Et en background, nous avons une industrie de carton bien développée, qui est bien ancrée, qui a bien compris les besoins du client en face pour répondre aux besoins du donneur d'ordre de l'autre côté. Donc là, c'est un travail très important qui a été fait au Maroc. Aujourd'hui, nous avons une industrie de carton très forte et qui répond pratiquement, puisqu'elle est transverse, aux besoins de toutes les industries et pour accompagner aussi l'export de tous les produits marocains. Et là, c'est un pas très important, puisqu'aujourd'hui, dans le cadre de l'innovation aussi, on est arrivé à avoir des emballages en carton, en quadrille, bien imprimés, pour jouer le rôle de communicateur. Et bien sûr, on travaille toujours sur la compétition du produit Made in Morocco en travaillant sur les optimisations de ces emballages. Nous avons des RD, nous avons des ingénieurs qui travaillent tous les jours pour réduire le poids de l'emballage tout en gardant sa caractéristique mécanique. Donc aujourd'hui, grosso modo,
nous sommes une industrie transverse et nous sommes arrivés à une maturité pour pouvoir proposer des solutions d'emballage et pouvoir proposer au client final et au donneur d'ordre ce qu'il faut et répondre à son besoin. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage sur le positionnement clair de l'emballage dans la chaîne de valeur et comment elle contribue justement à développer les filières industrielles. Donc c'est vrai que sans emballage, c'est difficile d'exporter et de se positionner sur les chaînes de valeur mondiales, mais on le dit aussi sur le continent africain, sans logistique, pas d'industrie. Pendant plusieurs années, ça a été un des parents pauvres qui a empêché le développement industriel du continent. Très certainement, on n'aurait pas eu cette success story automobile sans Tangemed et Meloussa. Donc, les zones industrielles, les ports, enjeux importants, et on a la chance d'avoir des acteurs du secteur dans ce panel. Donc, je vais commencer par, puisque j'ai cité Tangemed par Ahmed Benis, c'est vrai que Tangemed a permis de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, comment justement, à la fois la partie zone industrielle et portuaire, contribue à accompagner les paris industriels sur lesquels le Maroc est en train de miser et comment elle peut renforcer ce développement et cet arrimage aux chaînes de valeur mondiale. Alors permettez-moi tout d'abord de préciser que Tangemed, avec son envergure et sa portée aujourd'hui qui est indéniable, et je pense que nous faisons tous le constat que depuis ces dernières années, ces 2 dernières décennies, avec l'avènement de Tangemed et avec l'avènement de la plateforme industrielle, de cette plateforme industrielle, nous sommes aujourd'hui positionnés sur ces chaînes de valeur. Nous avons pu aujourd'hui drainer des investissements à forte valeur ajoutée, nous avons pu attirer des équipementiers automobiles, un grand constructeur automobile. Nous avons aujourd'hui un écosystème qui abrite plus de 1300 multinationales. C'est à peu près 120 000 emplois, c'est 15,5 milliards de dollars à l'export l'année dernière. Donc tout ça, c'est des éléments extrêmement importants qui nous permettent aujourd'hui de nous projeter vers l'avenir. Et donc, je rejoins ce qu'a dit Ali tout à l'heure. Nous sommes sur des métiers qui sont de plus en plus complexes, qui sont beaucoup plus sophistiqués. Et notre enjeu aujourd'hui, ou en tout cas notre objectif, serait non seulement de faire partie de ces chaînes de valeur, parce que c'est le cas, ce n'est pas seulement de gagner en compétitivité, c'est ce que nous essayons de faire avec différents mécanismes, mais c'est surtout de pouvoir augmenter dans cette hiérarchie de chaînes de valeur à partir d'activités qui sont, je dirais, plutôt simples, vers des activités qui sont beaucoup plus complexes. Le port Tangemed, avec son infrastructure, avec aussi son positionnement géographique, permet aujourd'hui au Maroc industriel d'être connecté à plus de 180 destinations. Avec le transit time le plus réduit, et bien évidemment le coût logistique qui va donner encore plus de compétitivité à ces industriels et qui va en attirer d'autres. Ces 2 prochaines années vont être assez décisives pour nous parce que nous pouvons faire le constat qu'aujourd'hui, nous sommes sur une excellente dynamique. Il y a un engouement pour le Maroc. Nous, on est sur le terrain. Nos amis du ministère de l'Investissement, du ministère de l'Industrie sont aussi engagés avec nous pour attirer ces investisseurs. Mais ces 2 prochaines années vont être extrêmement décisives pour nous, justement, pour réussir le pari de rejoindre des chaînes de valeur avec un niveau de positionnement qui est beaucoup plus important, où le Maroc devient un acteur majeur sur l'échiquier économique au niveau mondial. Merci beaucoup. Et c'est clair qu'aujourd'hui, tout le continent africain profite du port de Tangemed, puisqu'on dit que ça réduit les temps de transit, ça diminue les coûts, etc. Donc, très clairement, avec ce qui se passe sur le continent et le développement de la ZLECAf, les enjeux seront encore plus importants. Il n'y a pas que le développement du Maroc. Et ça me permet de me tourner vers Sifares. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets portuaires, hein, Nador, Dakhla. Donc, tout ça pour accompagner non seulement le développement de toutes les chaînes de valeur marocaines et leur connexion au reste du monde, mais aussi cette intégration régionale et cette dynamique africaine. Donc, comment pouvez-vous partager avec nous cette dynamique d'accompagnement du développement des chaînes de valeur des différents ports marocains? Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de remercier mes collègues du ministère de l'Industrie et du Commerce et également les collègues de la CGEM
d'avoir organisé cette deuxième journée nationale de l'industrie. Également, mes remerciements sont adressés à l'université UM6P qui nous a abrités et hébergés dans ces locaux qui sont magnifiques. Donc la montée en gamme, elle est déjà amorcée. Pour revenir à la thématique, avant de répondre à ta question, parce que je te tutoie, la thématique ou le thème choisi, il est important. Et tout à l'heure, mon collègue a parlé du patriotisme. Je pense que le secteur institutionnel, public, doit donner de la visibilité aux industriels. Nous devons leur donner de la... Parce que l'exercice, en fait, sur papier, il est simple. Mais lorsqu'on creuse, c'est là où ça devient un peu alambiqué. Parce que c'est très simple. Le Maroc, sous les hautes orientations de Sa Majesté l'Insro, il a des stratégies sectorielles. Donc on sait ce qu'on va faire sur le secteur portuaire à l'horizon 2030. On sait ce qu'on va faire sur l'automobile, sur l'aéronautique, sur le dessalement pour rester au niveau de dessalement, déminéralisation. On a beaucoup de projets, charge à nous de les transformer en matrice de besoins et avec le concours des industriels, de la CGM également, qu'on dresse une feuille de route pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec l'écosystème marocain et à quel horizon temporel. Bien évidemment, je parle de la réalisation des infrastructures en termes de CAPEX, mais également en termes d'OPEX pour la partie exploitation. Et également, ne pas se contenter uniquement du marché national. Quoi que l'on dise, ça va être un marché qui va être réduit par rapport à nos ambitions. Donc il va falloir s'ouvrir vers d'autres horizons et quoi de mieux que notre continent africain, toujours garder en tête la haute orientation royale qui parle de co-émergence sud-sud. Je fais référence au discours de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, lors du 6 novembre dernier, pour la commémoration de la 48e anniversaire de la Marche verte, la glorieuse Marche verte. Il a parlé pour lancer une réflexion pour une flotte nationale forte et compétitive, et également une sorte de maritimisation ou de mise à niveau de la façade atlantique au profit des pays amis du Sahel. Alors si j'exclus géographiquement la Mauritanie et le Sénégal, qui ont déjà une façade sur l'Atlantique, on parle du Niger, du Tchad, du Burkina et du Mali. La vision, au-delà de créer des espèces de corridors routiers, autoroutiers, ferroviaires et même par des lignes aériennes entre ces pays vers la façade atlantique, il faut imaginer mettre à niveau la côte marocaine, atlantique, pour asseoir une sorte d'industrie qui va jouer un rôle de mise à niveau et de valorisation des matières premières issues de ces pays. Et ça va être dans les deux sens. Et également, si on importe des matières premières, autant les valoriser au lieu d'importer des matières qui sont des produits finis, autant les réaliser au niveau des côtes marocaines, au niveau de l'interland marocain et les acheminer vers les pays amis. C'est une sorte d'intégration régionale. Tout à fait, merci. Je sais que c'est très frustrant parce qu'on a une problématique de timing, donc on n'aura pas le temps vraiment d'aller dans un deuxième round de questions, mais je vais vous donner quand même chacun 1 minute pour réagir et un petit mot de la fin pour clôturer le panel. Ali. Dans la continuité, pour rebondir sur ce qu'a dit Sifars, sur l'importance de la construction sud-sud et de ces chaînes logistiques, mais aussi de ces chaînes de valeur, je pense qu'il y a un potentiel qui est inégalé, qui arrive avec la mise en place de la ZLECAf. Et je pense que c'est une opportunité à saisir pour les constructeurs de chaînes de valeur qui sont notamment dans la salle. Moi, j'ai des industries de l'industrie pharmaceutique qui
se développent sur le continent africain, qui donnent l'exemple, qui investissent aussi sur le continent africain. Et ça a permis justement au Maroc de devenir le deuxième exportateur africain dans l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est le type d'exemple qu'il va falloir qu'on puisse dupliquer. C'est ce qui s'offre à nous à travers le déploiement de l'ASLECLAF. On avait des discussions aujourd'hui très intéressantes avec des industriels du secteur agroalimentaire, de la biscuiterie, chocolaterie, qui nous disaient on attend l'ASLECAF parce que ça nous ouvre un potentiel monumental de développement de nos produits. Donc les chaînes de valeur, ce n'est pas uniquement les chaînes de valeur qui nous lient évidemment aux pays développés, c'est aussi les chaînes de valeur que l'on peut construire ensemble. Dans le cadre de la batterie, c'est évident parce qu'en plus, il y a des ressources qu'on peut aller valoriser ensemble sur le continent africain, mais ce n'est pas le seul. Et peut-être juste une statistique qui est très intéressante du Centre du commerce international qui identifie près de 94 chaînes de valeur industrielles dont pourrait bénéficier le continent africain et distingue le Maroc en tête des pays pour l'attraction de ces chaînes de valeur. Près de la moitié, selon cette étude, est directement adressable par le Maroc et chacune de ces chaînes de valeur permettrait de connecter 5 pays africains. Donc ça montre l'étendue du potentiel et l'étendue de la coopération sud-sud qui doit s'opérer dans les années à venir. En tout cas, on dirait que l'étude que nous sommes en train de mener au sein de la CGM, peut-être tu as eu la primeur parce qu'on parle exactement de ça et d'ailleurs, on vous invitera tous. Effectivement, ce sujet est extrêmement important, tu as bien raison d'insister là-dessus et on a mené une étude spécifique justement en partant de... on a choisi 4 secteurs, l'automobile, l'aéronautique, l'automobile, le textile, l'agroalimentaire et l'électrique et l'électronique, où nous avons identifié un certain nombre de complémentarités de chaînes de valeur avec plusieurs pays africains. Et lors du forum de la PME que nous organisons le 3 décembre, où beaucoup d'entre vous seront invités, on va présenter ces complémentarités aux différents secteurs privés africains, justement pour voir comment profiter de ce potentiel. Et justement, en parlant de mines, ça me permet de me tourner vers Imed, toujours dans cette même continuité pour le mot de la fin. Oui, tout à fait. Je voudrais, juste dans cette continuité-là, des chaînes de valeur africaines. Comme vous le savez, on est présent sur une dizaine de pays africains et on est fier aussi d'être un des rares acteurs, on va dire 100% africains. Et on met beaucoup en avant cette coopération sud-sud là-dessus. Je voudrais juste un exemple pour illustrer cette complémentarité et ces chaînes de valeur qui ont été abordées là. Prenons l'exemple du cuivre, par exemple. On a vu tout à l'heure qu'on a besoin de plusieurs kilomètres de cuivre juste pour une voiture électrique et c'est juste un exemple. Ce cuivre aujourd'hui est importé au Maroc. Et c'est d'ailleurs une des barrières, on parlait de plafond de verre tout à l'heure, qui nous permettrait d'augmenter le taux d'intégration. On peut, et comme ça a été dit, nous travaillons sur des projets où la ressource donc en cuivre est très abondante sur le continent africain. Nous travaillons sur des projets où on pourrait donc importer ce concentré de cuivre ici au Maroc, le raffiner et faire émerger tout un écosystème autour de nous pour utiliser donc, ce cuivre-là. Voilà, donc c'est un exemple. C'est un exemple où ça apportera une coopération avec donc ces pays africains. Un exemple aussi où on va beaucoup bénéficier, où on devra utiliser bien sûr tous nos atouts. Bien sûr, pour importer des millions de tonnes de minerais, il nous faut, ou de concentrés, il nous faut des ports. Il faut aussi l'énergie à bas coût, il nous faut des capacités de raffinage. Voilà, on a tous ces atouts-là. Ça permettra en quelque sorte, que le Maroc joue ce rôle de plateforme de transformer ces minerais chez nous, au lieu qu'ils aillent très très loin. Et ça profitera à la fois à l'industrie marocaine, bien sûr, mais aussi nous mettra dans une bonne position pour exporter en fait, ces produits en Europe et ailleurs, quoi. Merci beaucoup, Imed Silhaïd. Plus on va dans le temps, plus le temps se réduit. Donc 30 secondes. Je vais vous donner, en restant dans les mines, je vais vous donner un exemple simple. C'est les carreaux de Fès. Les carreaux de Fès, à l'époque, il y a plusieurs décennies, voire quelques siècles,
les artisans faisaient, pour le bleu, c'était du cobalt. Ils fabriquaient eux-mêmes leurs pigments. Pour le vert, bouteille, c'était du cuivre, de l'oxyde de cuivre. Ils le fabriquaient eux-mêmes. Pour le rouge carmin, c'était du manganèse, et j'en passe. Aujourd'hui, ces mêmes artisans qui fabriquaient leurs propres pigments voient le cobalt partir aux États-Unis, partir en Europe et revenir ici pour être utilisé d'une façon artisanale. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, comme ce qu'on a raté comme opportunité. Comme rendez-vous. Voilà, merci. Merci, Sibali. Écoutez, moi je vais rester dans le patriotisme qu'a évoqué Hicham. Et puisque M. El Béchiri ce matin m'a tendu la perche en parlant d'intégration verticale et en profondeur, il a parlé des déchets. Aujourd'hui, l'emballage peut être fabriqué à partir des vieux emballages, que ce soit le plastique, le papier carton, le verre et tout ça. Et aujourd'hui, au Maroc, nous avons 7 à 8 millions de déchets industriels pratiquement valorisés à une moyenne de 15%. Allez. Donc, nous avons du pain sur la planche pour travailler dans ce sens, dans le cadre du patriotisme, dans le cadre de la souveraineté nationale et dans le cadre de valoriser une matière première prime que nous avons, qui est incinérée aujourd'hui dans nos décharges publiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à l'UM6P, on peut dire que l'emballage peut être une locomotive pour pour mettre en place une industrie verte, durable et inclusive. Voilà. Merci. Ahmed. Vous savez, quand vous êtes dans une position de leader en Méditerranée, leader en Afrique, vous faites partie du top 20 mondial, c'est une grande responsabilité. Vous avez plus de 40% du trafic qui passe par le port Tangier qui est à destination du continent africain. Donc vous assumez cette responsabilité et vous êtes directement impliqué dans cette intégration africaine en tant qu'acteur majeur. Et pour nous, le constat qui a été fait ces dernières années, c'est qu'il y a beaucoup de défis pour réussir cette intégration africaine, notamment tout ce qui est lié à l'infrastructure Hinterland que nous avons en Afrique qui ne permet pas aujourd'hui de pouvoir réussir ces échanges commerciaux d'une façon plus efficace. Et aujourd'hui, nous devons mener des réflexions beaucoup plus importantes. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs ensemble avec vous et avec l'ensemble des partenaires. C'est le développement de ces corridors logistiques qui vont lier le Maroc à partir de Tangemed vers ces ports africains et par la suite pouvoir disséminer ces produits vers le hinterland. Donc c'est des réflexions stratégiques extrêmement importantes qui ont été menées depuis un certain nombre d'années et je pense qu'il est temps pour nous aujourd'hui de les concrétiser assez rapidement. Excellent, merci. Dans 15 secondes. Au fait, 2 messages à partager avec vous. Tout à l'heure, Sichami, il a parlé de l'atelier de restitution par rapport à la problématique du chantier naval. Je ne vous cache pas que l'industrie navale emboîte le pas par rapport à ses cousins aériens et surtout automobiles. Donc nous avons beaucoup de miles nautiques à rattraper. Donc déjà, avec le rapport d'hier, nous allons, avec nos amis de l'industrie et du commerce, faire une feuille de route avec également le cluster du chantier naval pour asseoir au moins une cible et une trajectoire pour y arriver. Donc, 1. 2, nous sommes amenés à mettre à niveau tous les ports du royaume, que ce soit au niveau de Tanger, Nador, le futur port de Kenitra, Inch'Allah, lorsqu'il va être construit. Également Casablanca, Mohamedia El-Jorf, Esfi, les deux ports. Également Agadir et surtout celui de Dakhla, qui auront à jouer une sorte de complémentarité et d'additionnalité pour être une force de proposition pour tout le continent africain et pour aller arroser, irriguer l'Afrique de l'Ouest, dans un premier temps. Deuxième message, ou peut-être le troisième, c'est que... Deuxième, après, on dépasse le temps. C'est que les contraintes sur le plan environnemental deviennent de plus en plus restrictives. L'Organisation maritime internationale, depuis 2023, a imposé des restrictions au niveau des émissions des gaz à effet de serre. À l'horizon 2030, moins 20%. À l'horizon 2040, moins 70%. Et moins 100% à l'horizon 2050.
on a beaucoup de choses à faire du moment que les armateurs ont déjà commencé depuis 2017 à commander que des navires qui, entre guillemets, carburent ou fonctionnent avec des fuels ou des carburants à bas carbone. Les carbons fossiles, pour la partie transport maritime, c'est derrière nous. Donc il va falloir qu'on intègre ces nouveaux métiers et du moment que nous sommes au niveau d'un temple du savoir, que ces métiers soient enseignés et appréhendés tout de suite, comme ça on peut anticiper. Merci. Comme on le voit à travers ce panel, des paris intéressants à venir sur différents nouveaux métiers où le Maroc a beaucoup de potentiel et où on a déjà pris le pli d'avancer puisqu'on est déjà bien engagé dans ces chaînes de valeur, mais également sur nos métiers traditionnels, des projets intéressants pour monter en gamme sur la chaîne de valeur tout en intégrant cette dimension d'intégration régionale et pour accompagner tout ça, des projets ambitieux en termes de ports, de zones logistiques. En tout cas, merci à tous les panélistes. Merci aussi d'avoir respecté le temps. On avait 40 minutes. On en est à 39. Donc, bravo et merci beaucoup. Merci également à vous, Monsieur Diop, d'avoir veillé au respect, justement,